Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Et on parle aujourd'hui de la Paris Design Week. La capitale accueille en effet le grand rendez-vous du design avec 2 événements en parallèle, maisons et objets pour les pros et la Paris Design Week qui souffle sa 15e bougie et continue à faire résonner le meilleur de la création dans les rues de Paris. Aliette de Brémaudieu est comme chaque année notre guide pointue et elle est accompagnée en plateau de designers passionnés et d'experts qui font de ce rendez-vous une réalité. En culture, The Loop, la parodie d'une enquête à l'américaine complètement déjantée qui a offert à Robin Goupil son 2e Molière. Il sera tout à l'heure sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France accompagné d'une comédienne. C'est tout bon enfin avec Laurent Saloche qui combat la morosité de la rentrée et nous régale avec des propositions encore baignées de soleil. Ça sera en fin d'émission. Le grand raout du design. Tous les ans, la Paris Design Week fait des rues de Paris un immense terrain de jeu créatif où se répondent des installations XXL, des happenings de grands noms du secteur et des expériences immersives qui valorisent aussi les petits nouveaux. On va regarder ce que ça donne en images et on revient au plateau tout de suite. Et on va avoir évidemment le loisir d'en discuter en plateau avec nos invités. Aliette de Brémaudieu, merci beaucoup d'être avec nous, rédactrice en chef adjointe Art de Vivre pour le Figaro Quotidien. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous serez notre fil conducteur pour cette émission. Florence Delage, directrice du département Maison Loisirs du Bon Marché. Philippe Courtois, directeur général de la Maison Philippe Hurel. Merci beaucoup. Et Jean-Sébastien Blanc, cofondateur de 5.5 Designer. On est ravis de vous avoir également avec nous. Aliette, on va faire un peu de pédagogie pour ceux qui nous regardent, qui ne vous ont pas encore lu sur le sujet, ils ont bien tort. La Paris Design Week, c'est quoi? J'ai parlé de 2 éléments en parallèle, de 2 événements. Écoutez, la Paris Design Week, c'est un peu le grand rendez-vous du design de la rentrée. Alors effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a Maison et Objets qui se tient pour les professionnels jusqu'à lundi au parc des expositions de Villepinte. Et pendant ce temps-là, il y a un espèce de salon, on va dire un peu off, comme ce qui se fait à Milan, dans les rues de Paris et principalement dans le centre de Paris, 6e, 7e, 2e, 1er. On peut dire que c'est un peu un grand festival urbain du design et de la décoration. Et l'idée, c'est d'ouvrir, enfin de permettre aussi au grand public de pouvoir aussi déambuler dans les rues de Paris, découvrir ce qui se fait en ce moment, les dernières tendances, découvrir des installations monumentales qui sont installées dans les grands monuments parisiens. Et de découvrir un peu la jeune garde du design et voilà, et tout ça fait qu'il y a à peu près 385 lieux ouverts au public pendant environ une semaine à Paris et on peut comparer ça effectivement à Milan où il y a le grand salon avec ses 24 halls, ses kilomètres et ses kilomètres d'allées et puis dans la ville des tas d'animations, la ville se met totalement au rythme du design et Paris va sur cette voie parce que chaque année, la Paris Design Week qui fête ses 15 ans, prend de l'ampleur et devient de plus en plus désirable, on va dire, pour le grand public. Philippe Courtois, c'est un rendez-vous qui est incontournable. Oui, c'est important d'avoir une prise de parole, je dirais. Nous, on participe beaucoup à Milan, que vous citiez à l'instant. Mais vous préférez Paris? Paris parce que on est très chauvin, on est obligé. On est chauvin, on est parisien, on est d'abord français, donc c'est hyper important d'être présent sur la scène nationale et aussi internationale, mais d'abord sur la scène nationale. Une réaction aussi, Jean-Sébastien Blanc, sur ses interactions avec le public, voir le public découvrir ses créations, ses œuvres d'art. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous en retirez? C'est génial parce que c'est vrai qu'avant tout, on dessine pour les gens, on crée des objets pour les particuliers, les humains. Donc voir les gens interagir et se confronter à ce qu'on peut proposer, les écouter d'une oreille discrète, et puis échanger, partager, c'est toujours un moment... Vous faites aussi ce métier pour ça? Bah oui, essentiellement pour ça. Confronter...
pour un designer, il n'y a rien de mieux de voir quelqu'un. Le mieux, c'est d'utiliser son objet au quotidien, d'en faire bien sûr la promotion, mais déjà avoir un premier contact et c'est précieux. Une satisfaction. Ouais. Aliette, vous l'avez rappelé, les Parisiens vont pouvoir se laisser surprendre par des installations dans la capitale. Le design s'empare vraiment de Paris. C'est accessible à tous. Vous avez parlé de 380 lieux ouverts. Il y a aussi des références en matière de décoration, évidemment, qui vont accueillir des événements, des galeries, des magasins de déco et les grands magasins qui jouent le jeu. Tout à fait. Les grands magasins jouent le jeu, notamment le Bon Marché. Donc Florence est ici. On peut citer aussi les Galeries Lafayette qui sont également partenaires de l'événement et Florence va expliquer ça mieux que moi. Mais le lien que vous entretenez finalement avec le design, ça fait partie intégrante de l'âme du Bon Marché? Oui, tout à fait. Le Bon Marché, c'est le premier des grands magasins qui s'est ouvert et a toujours eu dans son ADN le design et l'art. Donc ça s'est traduit à travers les époques, Art déco avec notamment les verrières Eiffel, plus récemment l'escalator Putman. Et puis ça se traduit au quotidien à travers nos espaces. On a une collection d'art et une collection de mobilier, de collections qu'on constitue depuis une quinzaine d'années. Donc c'est une promenade à travers tout le magasin et pas uniquement le département maison. Et ensuite, l'art et le design, en tant que directrice de la maison, c'est au quotidien qu'on le vit à travers des collaborations avec des designers, des marques plus statutaires, historiques, et des collections qui sont renouvelées. Donc le beau fait partie du Bon Marché. Et on le vit au quotidien au sein des espaces. Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'occasion en tant que partenaire? Qu'est-ce que vous avez imaginé pour résonner avec cette Paris Design Week? Alors pour nous, la Paris Design Week, c'est incontournable, complètement légitime pour être un acteur phare, fort. Cette année encore, Rive Gauche. C'est notre 3e édition. L'année dernière, on avait mis en avant l'atelier Pomone, qui voyait sa première collection après une centaine d'années. Et cette année, on présente donc l'ensemble de notre parcours sur les 2 étages de la maison et la librairie papeterie, sous la thématique rock and roll, qui est la thématique. Ouais. À l'exposition préparée par Antoine Decaune. Exactement, exactement. Donc nous, on s'est complètement inspiré du rock et on vit rock à la maison, on mange rock, on dort rock, donc à travers tous les espaces. Nous, on a fait une chaise rock, je vous en parlerai après. Mais... Vous voyez, on crée des synergies assez facilement. Hein. Entre gens créatifs, en général, c'est tout le temps l'objet. Il y a un objet dont vous êtes particulièrement fier, une installation que vous présentez en ce moment à l'occasion de la Paris Design Week que vous avez envie de mettre en avant, de souligner? Alors, à Paris Design Week, on a Paulin, qui est notre invité majeur. On a 25 marques qui nous ont fait confiance, qui nous accompagnent. Donc, avec un travail vraiment de curation de la part de mes équipes et toutes les équipes du Bon Marché. Donc, difficile de choisir, mais Paulin, avec des rééditions, notamment de la tongue, du canapé Bubble, oui, mais c'est aussi... j'étais sûre. Voilà, je vais y aller tout à l'heure, mais de ce que j'ai entendu dire, il y a quelques pièces aussi qui ont été réalisées en exclusivité par Harry Nourieff. Voilà, j'allais venir. Crosby Studio. Non, mais vous avez raison, Crosby Studio. Alors, ça a été un coup de cœur avec Harry Nourieff et toutes les équipes du Bon Marché. On a travaillé ces derniers mois pour... vraiment traduire et de façon tout à fait exclusive, comme on aime le faire au Bon Marché, avec Harry qui a créé des pièces, donc une table, une très grande table, faite avec des CD. Donc tous les CD sont évidemment uniques, une création, et puis il peut en créer à la demande des spécifiques, également des tabourets, mais on retrouve également des petits miroirs et des baguettes de batterie ou des médiators. Donc vous retrouvez tous ces espaces-là au premier étage, mais le 2e étage n'est pas en reste. On a Marie Meco, par exemple, avec Laïla Gohar, qui est une déclinaison alors, très rock du lit. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un lit? On mange, on dort, on reçoit, voilà. Et puis Untitled 19, je ne sais pas si Ariette, c'était votre coup de cœur aussi. Il y a Maison Péchavy aussi. Et Maison Péchavy. Vous avez bossé, Aliette. Jeune Toutes Maison les références aussi. sont là. Jeune Maison qui réédite des pièces en partenariat avec le Mobilier National.
Non, Maison Pêche à Vif. Non, c'est Source Édition. Voilà. Des bougies, Source Édition. Des bougies très rock, avec un espace hyper immersif où on peut écouter de la musique aussi au premier étage. Et Source Édition, et on en parlait tout à l'heure, avec le mobilier national. Donc une mère et une fille qui ont décidé de se lancer dans l'édition de façon remarquable, avec des pièces très bien choisies, avec une dimension éco-responsable. C'est aussi des très belles histoires. Très belles, mais il y en a 25, donc il faut venir voir. Aliette, là, on vient de parler des grands magasins. On sait que c'est important que tous les acteurs soient présents, soient mobilisés pour que cette Paris Design Week soit une réussite. Il y a aussi tous les lieux de patrimoine qui sont très, très mis en avant et qui accueillent de nombreuses installations. C'est le cas de l'Hôtel de la Marine, on va en parler. Voilà, c'est le cas de l'Hôtel de la Marine, on va en parler. C'est aussi le cas de la Cour d'honneur des Archives nationales, on va en parler aussi. Donc effectivement, c'est pour donner un côté un peu spectaculaire à cette Paris Design Week, c'était bien d'investir ces monuments et de faire finalement résonner le patrimoine, les métiers d'art, le design. Et voilà, ça permet en fait de mettre en valeur ces monuments historiques, de leur redonner un peu vie, de les actualiser. C'est un dialogue intéressant. Voilà, c'est un dialogue intéressant qui finalement est assez lié en fait, puisque tout ça n'est qu'une évolution. Donc il y a le galériste Jérémy Pradier-Jonot qui a fait une installation de labyrinthe entre autres, et puis d'une exposition dans les étages à l'Hôtel de la Marine. Et puis il y a le studio 5.5 qui a fait quelque chose qui résonne particulièrement dans l'actualité. Ça s'appelle l'hémicycle citoyen. Donc, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, parce que j'en dis des fois, vous avez vu. Ils ont fait ça en partenariat avec le Bon Coin et ils ont récupéré 577 chaises du nombre de sièges à l'Assemblée, évidemment. Donc, forcément, ça résonne avec l'actualité, en effet. etc. Et ils les ont upcyclés, je crois. C'est ça, ouais. Voilà. Travail de customisation, oui, c'est des chaises existantes qui ont été pour partie trouvées dans la rue ou sourcées chez le particulier via la plateforme du Bon Coin ou via des ressourceries ou des éco-organismes et qu'on a toutes, donc ils sont toutes uniques et qui sont revisitées. Voilà, on peut voir des images ici à travers des visages, donc elles sont toutes humanisées. Toutes ces chaises ont une voix et elles parlent et elles portent un mot qui est écrit à la main et qui se veut défendre la liberté d'expression. Vous avez même pensé à ajouter férié. Il y a férié, bien sûr. Pour nos jours fériés qui sont menacés. 577, exactement. Mon cœur saigne, donc il n'y a pas que les jours fériés qui sont menacés. Il y a nos libertés en général qui sont menacées aujourd'hui. Je me permettais un petit trait d'humour. Évidemment, c'est une matière bien sérieuse. Sûr, mais c'est un sujet d'actualité. Donc, c'est en fait cet hémicycle-là a pour objectif de mettre sur la table un petit peu tous les sujets délicats de l'actualité, toutes les différences qui nous rassemblent, toutes les différences d'opinion. Comment est-ce que le public doit s'approprier finalement ces chaises ? L'idée, c'est déjà d'essayer de décrire les mots, parce que des fois, il y a un travail de césure et une relecture du mot pour un double sens. Donc, on essaie de comprendre et puis voir l'interaction. Et puis, l'idée, c'est que ça suscite le débat, et que ça... Il y a des fois des mots il y a des chaises, moi, qui me donnent des frissons parce qu'il y a des mots qui sont assez forts. Mais ça va de wesh à il y a une chaise wesh. J'ai parlé d'une chaise rock, mais il y a rap, il y en a pour tout le monde. Il y a une chaise capitale, il y a une chaise, on voit pluriel, confort, différence, amour. Mais il y a une chaise fraternité, déclaration, paix. Alors pourquoi aux Archives nationales ? Parce que voilà, c'est effectivement un lieu géré par le ministère de la Culture, mais parce qu'en fait, on a choisi ce lieu parce que le texte manuscrit originel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est conservé aux Archives nationales. Donc ce n'est pas juste un travail de design au sens créer un objet pour... Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de chaises sur cette terre, on a dessiné suffisamment d'objets pour vivre heureux, si on le décide. Mais ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de conserver. Quand on est designer, c'est difficile, c'est un peu pervers d'être designer aujourd'hui parce qu'il faut encourager une forme de consommation. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de réfléchir et de conserver cette liberté d'expression qu'on a en tant que créateur. Et c'est ça qu'on a eu envie de défendre à travers ce projet et de rappeler que tout ça a une valeur dans notre pays et à l'échelle du monde. Donc, et on sait déjà, Aliette, que le public va s'approprier
des créations comme celle-ci, qu'il y aura de nombreuses photos. C'est très intéressant parce qu'elles vont visuels. être en vente sur le site vrai de Drouot. C'est génial. Voilà, en ligne. Ouais, parce qu'on ne voulait pas que ça soit juste une installation éphémère qui, à la fin Donc de la je peux Paris m'offrir Design la Week, chaise Ferrier. Voilà, donc vous pouvez essayer d'enchérir. Ne me le dites pas deux fois. Vous pouvez essayer d'enchérir sur la chaise Ferrier. Parce que donc il y a une mise à prix à 100 € qui a commencé ce matin même. Donc via effectivement le site drouot.com. D'accord. Et donc le coup de marteau final, qui sera un clic final, le coup de clic final sera le 21 septembre. Ah, j'ai encore à un la peu de fin temps. de la journée dimanche du patrimoine. Donc donc vous pouvez encore Miser. réfléchir et quelle chaise. Mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est de voir finalement quel mot va Le plus résonner exciter pour voilà, chacun, le bien public. sûr. Et voilà, je pense que des chaises comme paix ou fraternité, laïcité sont des chaises qui vont, Bien sûr. qui sont collector. Il n'y en a qu'une. Elle est numérotée, signée à C'est la main. génial comme initiative. Et voilà. Aliette, j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce qui va se passer à l'hôtel de la Marine et ce labyrinthe digne de nos imaginations les plus folles. C'est une installation monumentale, vous l'avez rappelé, qui est signée Pradier-Jonot, une scénographie qui démarre dès la cour d'honneur. C'est absolument magnifique, avec un labyrinthe qui évoque Icare et qui s'ouvre sur un trône monumental. Je vous regarde, ce trône monumental en chêne massif, il est signé Philippe Hurel. Philippe Courtois, vous représentez cette maison. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'intention qu'il y a derrière cet objet incroyable et du travail qu'il a nécessité aussi, hein? Alors, l'intention, c'est celle de Jérémy Pradier-Jonot, qui est effectivement galériste au départ, mais qui est aussi éditeur, puis qui est devenu designer lui-même, et qui est un créateur avant tout, c'est-à-dire qu'il est scénographe. En l'occurrence, à l'Hôtel de la Marine, il devient scénographe pour cette installation hyper originale et qui met justement les savoir-faire, les métiers d'art, mais dans différents médiums que peuvent être la mode, mais donc le design, c'est ce qui nous concerne, nous, chez Philippe Hurel, mais aussi la mode ou l'art, voilà, et dans plein de disciplines à l'intérieur de chacune de ces catégories. Et tout ça dans un parcours qui va jusqu'à la loggia qui donne sur la place de la Concorde. Et c'est vrai qu'on profite d'un lieu tout particulièrement spectaculaire et qui a une grande résonance à l'oreille des designers, puisque c'était l'ancien garde-meuble de la Couronne. C'est important de réussir à remettre ces savoir-faire, cet artisanat d'art à l'honneur. Je pense que des maisons comme Philippe Hurel le font depuis longtemps. C'est une maison qui est... 113 ans. Voilà, 113 ans, exactement. Mais c'est important et je crois que quand même, depuis quelques années, il y a quand même un vrai retour à l'artisanat et à une envie d'authenticité, justement. On parlait peut-être qu'on avait déjà tout ce qu'il faut en chaise, comme vous disiez. Mais je pense que c'est important aujourd'hui que derrière un objet, derrière quelque chose qu'on va acheter, qui a été créé par un designer, il faut qu'il y ait une histoire, il faut que derrière, il y ait un artisan, un métier d'art français, enfin un savoir-faire en fait. Et on a vu qu'ils ont été très valorisés aussi à l'occasion de Notre-Dame et de tous ces métiers qui ont été remis à l'honneur à juste titre. C'est aussi des séquences importantes, j'imagine, pour ce secteur. Et les artisans aujourd'hui, des métiers d'art, c'est presque des stars. On assiste un peu à ce qui se passait à une époque avec les cuisiniers. Vous savez, les cuisiniers sont devenus des stars. C'est vrai, bien sûr. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'artisanat, on assiste un petit peu à ça, parce que Notre-Dame a été un événement qui a permis aussi de les mettre un peu en valeur. De mettre un coup de projecteur. Je pense que Notre-Dame, c'est une remarque très intéressante que vous faites, mais je dirais, en allant un peu plus loin encore, elle a redéfini deux choses. C'est la notion de patrimoine, c'est-à-dire les bâtiments historiques, les lieux qui sont ceux dont on parle et dans lesquels se font nos installations aujourd'hui pour la Paris Design Week, entre autres, mais aussi la notion de patrimoine immatériel. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un débat hallucinant sur le toit de Notre-Dame, on se demandait, la flèche, si on faisait un truc hyper contemporain ou si on refaisait à l'identique, et en fait c'était la notion qu'on conservait le patrimoine immatériel, c'est-à-dire le savoir qui permet de refaire la charpente à l'identique, qui a permis de faire le choix de restaurer comme ça a été fait. Et bien là, dans les métiers d'art, c'est la même chose en général, c'est-à-dire qu'on redonne à la fois beaucoup de valeur, pour le domaine qui nous intéresse, à tous ces métiers qui permettent, notamment dans le mobilier qui est le nôtre, de créer des nouvelles choses, mais en utilisant des connaissances et des savoir-faire qui datent de siècles en arrière. Est-ce que ça reste un peu important, malgré tout, de faire de la pédagogie pour les publics, pour vos publics? Et cette question vous est évidemment dirigée à tous les trois. Pardon, oui, évidemment. Nous, on baigne dedans en permanence, tout simplement parce que nous ne sommes pas... Enfin, Philippe Hurel n'est pas un éditeur, c'est un fabricant, c'est un éditeur-fabricant.
C'est-à-dire qu'on fabrique tout nous-mêmes à 50 minutes de Paris, dans des ateliers qui sont au même endroit depuis 113 ans, vous le disiez tout à l'heure, Aliette. Nous, une de nos problématiques, on en a beaucoup, mais c'est la transmission, c'est d'arriver à renouveler nos effectifs et que nos anciens ébénistes passent leurs connaissances à des nouveaux, etc. Et effectivement, il faut énormément de pédagogie pour essayer de convertir les jeunes à passer dans ces filières qui sont, même si elles sont revenues un peu sur le devant de la scène, un peu mal aimées quand même quelque part, parce que comme tous les métiers manuels, elles sont assez dévalorisées dans nos sociétés. Ils ont connu une certaine crise des vocations. Ouais, voilà. Mais vous avez raison de parler de ce levier de la formation et de l'importance d'aller séduire les futurs nouveaux entrants, finalement, pour le public aussi, puisqu'on a évidemment tous une sensibilité plus ou moins élevée à ce qui est beau. Une fois qu'on a dépassé ça, pour certains, ça peut être assez déroutant, finalement, ces créations. Oui, non, mais c'est vrai que je reviens à ce que vous disiez, la transmission, c'est essentiel. Et là, au Bon Marché, on travaille avec plus de 250 marques, pour certaines qui ont 100 ans, 150 ans, 200 ans. Et c'est vrai que tout l'enjeu, c'est de pouvoir transmettre le savoir-faire. Donc, c'est beaucoup d'engagement, d'investissement en temps. Et j'ai l'impression tout de même que les métiers manuels, l'artisanat, je vois Aliette, sont vraiment valorisés aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit à travers peut-être les designers, de faire de ses mains, de travailler, de faire en France, de pouvoir upcycler. Il me semble que c'est revenu vraiment au cœur de nos métiers et des attentes aussi des clients. Ouais. C'est vrai qu'on n'achète plus un objet, on achète une histoire. Donc ça va au-delà de la pièce. Au-delà de la question du beau, je pense que normalement un designer, il est censé être le garant du beau, mais on sait très bien que c'est hyper subjectif. Alors soit c'est lié à des tendances, des choses qu'on a pu voir dans les magazines, mais nous on essaye de dépasser cet aspect-là. On a un design qui est beaucoup plus politique qu'esthétique, en fait, je le dis souvent, c'est-à-dire qu'on cherche toujours des alibis et des démarches et des processus dont l'esthétique découle de la fonction. Vous connaissez ce procédé, et nous, l'esthétique découle de la démarche, c'est-à-dire qu'on cherche plus des bons objets, des objets qui ont une vraie raison d'être, plus que des objets qui sont juste épatants ou qui ont un wow effect et qui sont juste dans la superficialité de ce qu'ils sont, juste parce qu'ils sont dans les canons de beauté. Donc nous, on cherche des objets qui ont et des objets qui sont bien faits avec des beaux matériaux durablement gérés ou très nobles, avec des beaux savoir-faire, avec une très belle intelligence de la main. C'est sûr que ça participe à créer ces objets donc, qui ont une valeur ajoutée, qui ont un supplément d'âme supplémentaire. Et je pense que la pédagogie, elle est là, c'est réapprendre aux gens à consommer juste, parce qu'un acte d'achat, c'est un acte politique, c'est-à-dire qu'on cautionne derrière une politique d'entreprise, on cautionne des choix politiques, et qu'il faut encourager les jeunes créateurs, les choses qui sont faites raisonnablement, durablement, et que c'est ça les enjeux de demain. Nous, on doit proposer des choses qui sont justes face aux objets qui nous arrivent par container et qui sont les 3/4 du temps des ersatz de ce que nous, pays de la création, Paris est capitale de la création, essayons de définir. Aliette, est-ce que cette nouvelle garde, elle est intéressante à observer, à décrypter? La nouvelle garde, elle est mise en avant beaucoup pendant la Paris Design Week, puisqu'il y a la Paris Design Week Factory qui essaye en fait, qui offre à 130 jeunes talents la possibilité de s'exposer dans le Marais principalement, puis ça va jusqu'au Gobelin, dans des factories. Donc c'est vraiment un programme de la Paris Design Week qui existe depuis quelques années. Et qui une sorte d'incubateur ? Voilà, une sorte d'incubateur, de lancer ces jeunes talents, enfin en tout cas de leur permettre de se faire connaître du grand public. Et puis après, il y a des initiatives en tout genre, parce que Monoprix vient de lancer il y a 2 jours une collaboration avec l'école Camondo, c'est-à-dire que Monoprix, qui fait beaucoup de collaborations en design et qui essaye de faire comme Denise Fayol et André Putman à l'époque, de mettre le beau au prix du lait, Monoprix a demandé à des élèves de l'école Camondo de travailler sur une petite ligne de design qui a été présentée il y a 2 jours. Et ça donne quoi ? C'est étonnant. C'est vrai, voilà. Je peux vous dire que j'étais aussi à l'inauguration il y a 2 jours et que j'ai voulu acheter une petite lampe. Je suis arrivée 1 heure en retard, il n'y en avait plus. D'accord, donc il y a un engouement. Cette collection a fait suite à celle de Jérémy Pradier-Jonot, Monoprix aussi. Voilà, donc vous avez raison de le préciser. Exactement, tout à fait. Philippe, pour toi, pour une maison référente comme la vôtre, installée dans le mobilier de luxe, est-ce que les nouveaux entrants, c'est une source d'inspiration perpétuelle? Est-ce que ça vous oblige aussi à vous réinventer toujours
toujours. Complètement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on est une très ancienne maison, comme vous venez de le dire. On a un pied un peu dans le patrimoine parce qu'on est dans des collections nationales depuis longtemps, avec un certain nombre de modèles, etc. Mais à la fois, on essaie d'être dans la création contemporaine en étant support de cette création, en essayant de développer des modèles qui sont imaginés par des nouveaux designers ou en tout cas des designers actuels. Voilà, donc on a un pied dans le passé, mais on a un pied dans toujours le futur. Toujours les yeux vers ouais, parce que l'avenir. C'est très important. La création est au centre de tout ce qu'on fait, quoi, qu'elle soit passé ou futur. Florence Delage, je m'intéressais. Oui, non, Aliette, bien sûr. Un tout petit aparté, parce que je suis sûre que ça va amuser ceux qui ne le savent pas, mais il faut savoir que c'est Philippe Purel qui avait fait le bureau de François Mitterrand. Exactement. Oh, voilà. Jolie histoire. En fait, dans toute notre histoire... Vous avez eu raison, Aliette. Merci, Aliette. Dans toute l'histoire de la maison, on a des jalons assez amusants. En 1937, on faisait tout le mobilier du pavillon français de l'exposition universelle de Paris. En 1983, on fait le bureau personnel de François Mitterrand à l'Élysée pour Jean-Michel Villemotte, etc. Donc, et aujourd'hui, on vient de faire, par exemple, un guéridon avec Constance Guisset, destiné à Villa Médicis. Donc voilà, à tout moment... Vous écrivez une page de l'histoire du design, c'est joli. On participe. C'est l'histoire. On participe un peu. Florence Delage, je me questionnais sur cette clientèle du bon marché qui est très pointue, qui est très exigeante. De quel œil est-ce qu'elle voit justement cette nouvelle garde, ces nouvelles propositions, pour certaines très disruptives, très originales? Alors, on nous attend clairement sur le côté expérientiel, la surprise, l'innovation. Donc, c'est au cœur de notre ADN. C'est notre quotidien. Et donc, quelle chance de pouvoir rencontrer tous ces jeunes artistes, jeunes designers. Et c'est clairement ce qui nous anime au quotidien. Donc, à travers toutes les rencontres qu'on peut faire, vous citiez à Milan Design Week, mais à Copenhague également, ou même à Paris, on se laisse aussi souvent surprendre. Et nos clients nous attendent effectivement sur ce sujet-là. Je pense que le bon marché est aussi un dénicheur de talent. Quand ils proposent à des jeunes de faire des pop-up pendant une durée éphémère, en quelque sorte, ils les lancent, parce qu'en général, ça marche très bien. Et après, on voit qu'ils ont... Notre histoire a commencé avec les Galeries Lafayette. On a été mis sur le devant de la scène avec... Non, mais c'est vrai, premier projet emblématique, la médecine des objets, et ils lancent Lafayette Maison, et ils nous offrent une vitrine. On a 22 ans, on sort de l'école, et c'est le point de départ de quelque chose d'important pour nous. Donc c'est un écosystème qui travaille ensemble. Exactement. Et c'est ce que vous nous précisez. Un dernier mot, Aliette, sur ces 380 lieux ouverts à tous. Moi, mon seul bémol sur cette Paris Design Week, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu difficile de s'y retrouver, qu'il y a tellement de propositions un peu partout dans Paris qu'il faut se munir d'un programme riche, cocher ce qu'on veut absolument voir. Comment est-ce que vous nous guideriez dans ce dédale? Moi, je suis curieux de savoir. C'est une vraie question. Bon. Allez, tout simple, allez sur Internet, maisonetobjets.com, dans l'onglet Paris Design Week. Non, en fait, c'est quand même assez concentré dans certains... Alors, on peut aller voir les installations... Je procéderai ainsi. Les installations monumentales, je pense que même peut-être qu'il faut réserver. Prend pas de risque, je pense. Non, à part la soirée d'ouverture, le reste, c'est en... Les installations... Nous, c'est en entrée libre, ouvert de 8h à 20h tous les jours. Le bon marché, c'est simple, on connaît le chemin. Voilà. Pour le reste, moi, ce que je conseillerais, c'est de se promener dans les quartiers qui et on déambule et on est curieux. Le 6e, le 7e, le 2e, le 1er, le 4e. Et puis, on marche dans les rues, on trouvera... Il y a un guide. Il y a un guide. Et il y a les petites pancartes, ça c'est pratique. On se balade, on voit le logo Paris Design Week, on rentre. Mais ça peut être un peu intimidant pour le commun des mortels. Il se passe quelque chose à tous les noms. Curiosité. Curiosité. Et bien, on sera curieux ce week-end. À tous les coins de rue. Pendant une semaine à Paris. Et pas que dans les lieux historiques, aussi dans les galeries individuelles, dans tous ces quartiers. Ouais. Aliette de Brémaudieu, on peut évidemment vous lire dès demain dans le Figaro, un papier entièrement consacré à la Paris Design Week et à ses trésors. Vous y abordez aussi les rééditions éco-responsables, la création africaine qui est mise à l'honneur et la nouvelle maison française. Ça sera demain dans le Figaro. On est ravis de vous avoir reçus tous les 4 en plateau pour discuter de ce grand rendez-vous du design à Paris. Merci beaucoup et on passe tout de suite à l'entretien culture.
The Loop, comprendre la boucle. Et c'est en effet un tourbillon que signe Robin Goupil qui lui a permis de décrocher un deuxième Molière, une consécration qui vient saluer un style vibrant, un rythme effréné, un comique parfaitement huilé et une fascination pour l'Amérique. C'est un franc succès et c'est au théâtre du Petit Montparnasse. On va en parler avec Robin Goupil. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes auteur et metteur en scène et vous êtes accompagné de Myrène Pradier, comédienne dans le rôle de l'avocate pour The Loop. On est ravis de vous avoir tous les deux avec nous. Vous nous proposez une comédie complètement déjantée, décalée, dans l'idée d'une parodie d'enquête à l'américaine. J'ai envie de savoir d'où vous vient cet amour, cette fascination pour l'Amérique. Je pense du premier voyage que j'ai fait là-bas quand j'avais 11 ans, où j'ai découvert New York et j'ai découvert une ville qui était en tellement perpétuelle ébullition. Ouais, et puis un peu comme dans les films que je commençais déjà à regarder à l'époque. C'était quoi les films que vous commenciez à regarder à l'époque? On va être sur de la comédie avec et aussi sur des thrillers. On était un peu sur tout. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a inculqué beaucoup de valeurs cinématographiques, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une chance. Ouais. Puisqu'ensuite c'est tout un réservoir dans lequel on vient piocher. Bien sûr. Et qui nous nourrit. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce répertoire, le répertoire de Robin Goupil? Ce qui m'a décidément plu, mais qui avait déjà ça dans son précédent spectacle, c'est qu'en fait, c'est nourri d'un inconscient collectif. On s'y retrouve tous. C'est les films de notre enfance, c'est des séries qu'on a vues. Et en même temps, il arrive à le transcender et à le twister dans un humour complètement absurde. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de toile de fond qui fait qu'on se retrouve tous. Et en même temps, il y a cet étage supérieur d'un niveau d'humour et de folie qui a pas souvent au théâtre, je trouve. Vous en parlez très bien, ce paysage, cette toile de fond qui nous met tout de suite dans cette atmosphère toute particulière et derrière votre style qui vient s'ajouter dans la lignée de ce que vous aviez proposé avec Nos Limites, même si on est moins sur des enjeux quand même politiques, militaires et plus dans les arcanes du pouvoir local. C'était quelque chose que vous aviez envie d'explorer? Ouais, alors déjà j'avais envie, c'est vrai que la première pièce il y avait un véritable message. Sur celle-là, j'avais envie vraiment de faire une comédie pure, avec bien sûr dans le fond un petit tacle, on va dire, sur les politiques dans lesquelles on ne se retrouve pas toujours, sur le monde de la corruption, sur les relations de pouvoir, sur tout ça. Et évidemment, j'aime quand il y a de l'enjeu, et c'est parce qu'il y a de l'enjeu que c'est drôle, parce que ça nous surprend. Oui, on pourrait difficilement imaginer une comédie, même aussi bien ficelée que celle-là, sans ce pitch-là, sans cet intérêt premier. Oui, parce que c'est le conflit qui est vecteur de comédie, en tout cas dans ce que je propose. Ouais. On va dire un mot de l'histoire, si vous le voulez bien. Le fils du maire Mitchell, qui n'a pas perdu son chat, est accusé d'un meurtre, et on pourrait presque s'arrêter là. Puisque finalement, c'est là que naît l'intrigue, c'est là que naît le comique aussi. Et derrière, toute l'histoire qui en découle, Myrène Pradier, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce début d'histoire et puis dans ces promesses? Parce que finalement, on se dit que derrière, on peut tout inscrire, on peut tout écrire et tout est extrêmement créatif finalement derrière. Mais oui, c'est d'une richesse. Moi, je suis allée voir le spectacle, j'ai repris le rôle, oui. C'est Aurélie Boquin qui a créé le rôle. Je suis allée le voir. Vous l'avez déjà apprécié, vu, découvert? Mais je suis tombée amoureuse du spectacle. C'est-à-dire que je sors de scène et je vais voir Robin que je connais à peine et je lui dis ce spectacle va gagner un Molière. Il me dit oui, non, tu sais. Je dis non, je t'assure. Si. Et si le jour où tu auras besoin d'une comédienne, surtout tu ne m'oublies pas. Et du coup, il m'a pas oublié, il est vraiment formidable, décidément très épatant. Et donc voilà, il y avait déjà, je pense, ce qu'il avait aussi déjà dans Nos Limites, il y avait cet étage de précision. En fait, c'est un travail extrêmement précis qui est absolument jouissif pour les acteurs, c'est-à-dire qu'on sait exactement où on est. Et en même temps, il y a tout un espace où l'outil que nous sommes, en fait, il nous aide, il nous pousse à aller creuser. Vous avez l'impression de pouvoir vous exprimer, de vous dépasser, de mais construire évidemment, avec lui. Et d'inventer, et de nourrir, et parce que le spectacle étant un très grand succès, il va se jouer à Paris et en tournée, donc génial. On est tous en double équipe, et chacun qui s'empare du rôle est soi-même. Enfin, je veux dire, le rôle est très dessiné, le spectacle sera le même, mais avec des personnalités, des identités qui seront nourries à travers nous et ce que nous amène à faire Robin. Vous le dites, vous écrivez les rôles pour les comédiens, vous les construisez autour d'eux. L'idée, c'est que ça résonne, qu'ils ne fassent plus qu'un. L'idée, c'est de créer, alors oui, j'écris des rôles pour les comédiens, mais j'écris surtout des archétypes de personnages. D'accord. C'est là que, quand tu parlais d'inconscient collectif, je trouve que, oui, on se rejoint là-dessus. Parce que c'est un pouvoir d'identification très fort.
C'est surtout faire appel à l'imaginaire du spectateur. C'est-à-dire que quand il y a un flic qui rentre, qui a tout de suite l'air fatigué... C'est le flic, quoi. C'est le flic américain qu'on connaît. Il y a sa jeune stagiaire qui débarque. C'est la jeune plein d'entrain. Il y a le méchant qui est vraiment un sale con, fils à papa, tout ça. Je joue vraiment sur les archétypes et il s'avère que je vais chercher chez les gens que je connais à la base des gens qui peuvent incarner cette chose-là avec plus ou moins de facilité. Alors attention, parce que du coup, Myrène, vous êtes l'avocate véreuse. Je suis épouvantable. De la famille. Vous êtes épouvantable. Je peux vous acheter combien Ce qui est génial, je suis prête à vous acheter. Je peux construire des rôles pour des comédiens à qui ça va bien. Je ne sais donc pas comment. Je l'ai très bien pris. Non, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en même temps, on travaille sur ces archétypes et on travaille dans la vérité. C'est-à-dire que si on était juste une enveloppe, une coquille vide et qu'on faisait l'archétype du personnage, ça serait creux. Ça marcherait moins bien. Or là, cette vérité et en même temps, on parle d'un meurtre. Et Robin, régulièrement, il nous dit on n'oublie pas qu'on parle d'un meurtre, en fait. On n'est pas là, c'est pas que... Et si on repart de la vérité de la situation, on peut presque partir vers du True Detective, vers des séries qui sont beaucoup plus... Et c'est ça que le public aime, je pense, parce qu'au départ, il ne sait pas où on l'emmène. Et puis, en fait, tout d'un coup, ça se met à dérailler petit à petit. Et c'est ce fil entre la vérité et l'absurde qu'il faut tendre comme ça au fil de la pièce, ouais. Dans cette pièce, vous convoquez tous les éléments, les ingrédients du comique, des jeux de mots, des grimaces, du comique de répétition. La mécanique, elle est parfaitement huilée et c'est vrai qu'on rit à gorge déployée. Est-ce que c'est important pour vous sur scène, pour vous, de savoir qu'on rit franchement ? Alors moi, il faut savoir que quand je vais voir le spectacle, je suis toujours à l'affût. Je sais quelle est la première vanne qui normalement fait rire. Et si elle ne fait pas rire, vous êtes tétanisé ? Oui, je suis toujours stressé au début du spectacle. J'attends ce premier rire. Il est important ? Il est vital. Et pour les comédiens aussi ? Il détermine la note. Mais parfois, on n'a pas le premier rire, et puis on se dit « Ah, on les a eu après ». Mais on les a quand même, non ? Tu trouves oui, que mais quand on les a moins, on est tous déprimés, c'est terrible, évidemment. On est là pour le plaisir des spectateurs, donc... Si on sent qu'ils ne prennent pas de plaisir, on a tout raté, quoi. C'est un acte de salubrité. Et on se fouette pendant des heures. Finalement, oui, voilà, et on non, ça s'auto-flagelle. pas. Moi, j'ai jamais... Non, je crois pas. Et puis, c'est un acte de salubrité publique aujourd'hui que de rire. Et on en a besoin. Non, mais c'est presque politique. Au bout d'un moment, on dit c'est important de rire, mais c'est nécessaire de rire. Et le rire, c'est aussi la culture. Je veux dire, si on met la culture comme un moment de célébration collective où on partage tous ensemble... Enfin, le rire est le premier endroit où il faut qu'on continue à bosser. Et on bosse très sérieusement à rigoler. C'est une messe contemporaine, je dirais. C'est joli de le dire comme ça. Et ça nous rassemble, ça nous unit, évidemment. Au moins pendant un temps, au moins pendant la durée d'une pièce de théâtre. Oui, et puis pendant l'heure qui suit, parce qu'on en parle, on se dit « Ah, tu te souviens quand il a fait ça ?» Et on continue à être d'accord. Bien sûr. Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, Myrène, sur cette réalité de nos références communes, c'est vrai que ça aussi, c'est extrêmement agréable de pouvoir tomber d'accord. On n'est plus jamais d'accord sur rien, mais alors là, on peut tomber d'accord sur un certain nombre de références que vous convoquez, un peu comme un trésor national, en nous disant « Mais si, il y a ça ». Et finalement, c'est un univers dans lequel on baigne et dans lequel on est bien, on est confortable. Alors que pour autant, le rythme, lui, il est beaucoup moins confortable pour les comédiens et puis pour le public, parce que c'est un rythme qui est effréné. Mais il y a ces références qui viennent nous faire un câlin, un peu. Oui, mais comme j'ai pu voir Y a-t-il un pilote dans l'avion une trentaine de fois dans ma vie. Oui, bien sûr. Parce que c'est des films juste qui font du bien, qui sont régressifs, qui sont gourmands, dans lesquels on découvre toujours des nouvelles vannes qu'on n'avait pas encore vues, tellement c'est foisonnant. Ouais, on peut le regarder sans s'en lasser. Ouais. Et vous, c'est pareil. On peut regarder... je crois que vous vouliez regarder Robin. Non, je parlais de The Loop. C'est vrai, il est tellement beau. On parlait de mes limites, on parlait de The Loop. Non, mais c'est vrai. Justement, on va regarder la bande-annonce pour qu'on ait une idée plus précise de ce que ça donne sur scène, évidemment. Le défaut d'hiver, une femme a été retrouvée morte cette nuit dans un motel de la banlieue de Denver. Son identité reste pour l'instant inconnue. Ça l'a fait. Début de l'interrogatoire, 9h44. On n'attend pas mon avocate? Maître, vous avez lu le dossier? Non, j'ai pas lu le dossier, voilà, vous êtes content. Il fait au moins 3 pages. Non, mais on marche sur les pieds, là. C'est moi la victime, hein. Le coupable, ouais. Dressed in pink, don't wanna blink. Ah, mais voilà, vous êtes le fils du maire. Oui, en chair et en os. Le maire Mitchell. Oui. Et il a perdu son chat. Et c'est que le début. D'accord. Alors ouvrez bien vos écoutilles, les flibustiers. Parce que le téléphone va sonner dans 3, 2, 1... Ah, c'est rafraîchissant. Pour une fois, les flics vont gagner. Alors je reprends le lead. Donc tu me remplaces? Ouais. Douglas remplace.
Ça va chier. Vous avez vu à quel point ça fait envie et on va continuer à parler de cette pièce magnifique puisque vous faites du théâtre de personnages et moi je ne sais pas ce que c'est. J'avais envie de comprendre ce que ça voulait dire. C'est dans ce qu'on se dit depuis le début? J'ai dit ça, moi. Ah, j'ai lu qu'on disait ça de vous. Ah Vous disiez notamment que le théâtre, c'est une sorte de grand bac à sable pour adultes. Ah, ça oui. Et où finalement, Oui, les oui. comédiens s'éclatent dans oui. leurs personnages. Ouais. Et en fait, c'est ça qu'on retient de la pièce. Oui, alors je parle de personnages et de bac à sable, effectivement. Alors déjà, tout simplement parce que là, ça joue des flics, ça joue des méchants, ça joue des avocats véreuses. Il y a quelque chose d'extrêmement enfantin, finalement, dans le fait de se déguiser. C'est un peu le gendarme et le voleur. Oui, exactement. Et en fait, The Loop, c'est une espèce de version adulte de ce qu'on faisait quand on avait 6, 7, 8 ans. Et je parle de bac à sable parce qu'un bac à sable a des limites. Mais à l'intérieur, on fait un peu ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut dedans. Et moi, je leur mets des limites. Et dedans, Et après, ils font ce qu'ils veulent. ils s'éclatent. Et, ouais. Ça a l'air jouissif et épuisant. Ça l'est, c'est vrai. Alors, c'est après très technique pour ma petite cuisine d'actrice. C'est des loops, donc des boucles temporelles. On a le droit de le dire que c'est une boucle temporelle. Oui, oui, oui. Non, je suis pas Ah en train oui, de bien sûr. Et spoiler. puis il y a des répétitions. Et donc en c'est fait le voilà, principe, Et évidemment, c'est-à-dire qu'en fait chaque début de boucle, la situation se réinstalle et en fait parfois le cerveau il fait une digression, il fait pourquoi tu parles là? Mais non, c'est pas là qu'il faut que tu... Et en fait, au-delà de physiquement où effectivement on est tous des comédiens qui y allons, le cerveau est tout le temps en train de réfléchir et de faire des loopings intérieurs, c'est-à-dire non, on est là, on est ici, on est là, et c'est aussi une très grande plaisir de collectif tous les quatre en fait, parce qu'en fait cette histoire se reconstruit à chaque fois tous les quatre. Et un niveau de complicité qui est très élevé. rare, et ça se sent évidemment du côté du public. Je les appelle le quatuor à cordes vocales. Oh. Voilà. Donc, là, ça a l'air c'est comme ça qu'ils nous appellent. Parce qu'ils s'accordent ensemble, ils jouent ensemble, et tout est ensemble. Et ça résonne merveilleusement bien, avec des dialogues, je dois le dire quand même, qui sont rédigés au cordeau. Je veux savoir comment vous construisez vos dialogues. Sous la douche, vous le répétez devant la glace, vous testez des trucs, comment ça marche? Je me suis, pour cette pièce en tout cas, je me suis beaucoup inspiré avec Tristan Cotin qui joue dans la pièce et qui m'a filé un coup de main sur l'écriture. Ouais. Je me suis beaucoup inspiré des VF, des films de Steven Seagal qui sont des nanars absolus, qui sont des films extrêmement mauvais, qui sont irregardables, mais dans lequel, dans cet énorme tas de merde, il y a quelques pépites qu'on peut ressortir et dont on peut s'inspirer pour créer des punchlines. Je suis contente de vous avoir posé la question. J'ai parlé d'un rythme effréné. C'est vrai qu'à partir de ce fameux effet papillon, à partir duquel vous construisez la pièce et puis l'intrigue, vous nous entraînez dans vous l'avez dit, un vrai looping. Et on est tout le temps submergé par l'étape d'après et par ce rythme qui est absolument incroyable. On a l'impression d'être dans un grand 8 en permanence. Il y a un petit côté casse-tête aussi, avec notamment cet acte de répétition dont vous nous avez parlé, et des scénettes qui sont rejouées. Est-ce que ça vous amuse de savoir que c'est aussi un peu exigeant pour le public? Ah ouais, oui, parce que ça montre qu'on a bossé. En fait, le fait que ça soit exigeant à la fois pour les acteurs, mais aussi pour les spectateurs, parce qu'ils sont... Quelque part, ils n'ont pas le droit de bâiller, ils n'ont pas le droit de cligner les yeux trop fort. Non, nous aussi, on a le cerveau qui travaille, alors bien évidemment sûr. Beaucoup moins que vous. Bien sûr, mais ça fait travailler tout le monde et ça, c'est super. Ouais, c'est vrai que c'est nourrissant, ils sont tout le temps en alerte et le public est complètement avec nous. Et c'est vrai que c'est assez délicieux d'avoir posé quelque chose dans la première boucle, quand elle ressort à la troisième, et de voir que le public nous a suivis. Il a compris. Et c'est là que ça fait écho à ce que vous disiez sur les références communes, c'est-à-dire que ça se passe vraiment ensemble et c'est un plaisir partagé avec le public. Et on peut vous découvrir sur les planches avec un immense bonheur au Théâtre du Petit Montparnasse le mardi à 19h, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 21h, ainsi que le dimanche à 17h. Un immense merci à tous les deux et bravo pour cette pièce magnifique, The Loop. C'était un plaisir de vous avoir en plateau. Merci. On passe tout de suite à C'est tout bon, on va se régaler. Et on retrouve comme tous les jeudis la délicieuse Laurence Aloche qui va nous aider à nous régaler. On est content de vous retrouver après cette pause estivale. Bon, depuis quelques jours, Laurence, on va se dire... Les choses, franchement, l'été essaye de nous quitter, de se dérober. Alors vous nous proposez des lieux parisiens où on évite ce blues de septembre. On commence par un nouveau rooftop dont l'inauguration a lieu au moment où on se parle. Vous avez pu vous y rendre en avant-première. Vous êtes une vraie chanceuse. Vendredi dernier, 23 avenue des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, dit-on. Je ne sais pas, à une époque, il y avait des jeunes hommes torse nu qui vendaient des vêtements. D'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est dans un très bel hôtel particulier magnifique.
magnifique. Aujourd'hui, on ne vend plus de vêtements, mais c'est une marque américaine. Bien sûr que j'y allais. Vous y alliez, hein. Je ne vais pas citer la marque parce que je vais me concentrer sur cette nouvelle marque américaine qui s'appelle RH, qui s'est installée là. C'est absolument somptueux les travaux qu'ils y ont fait. Leur spécialité, c'est le PDG et Gary Friedman. Il est comparé un peu au Ralph Lauren du design. C'est vous dire le niveau de qualité. Ils vendent du mobilier, ils sont cotés en bourse, ils vendent du mobilier au très haut de gamme. Hein. On est vraiment sur de la très très belle qualité. C'est un concept global. Vous avez à la fois des meubles qui y sont vendus, mais aussi une maison un département de design sur mesure. Vous avez une librairie, vous avez un musée avec des œuvres originales. Et un peu comme chez Ralph Lauren, Boulevard Saint-Germain, vous avez évidemment une partie lifestyle global art de vivre qui intègre de la restauration parce que c'est devenu indispensable, c'est un tout. C'est vrai qu'on coche toutes les cases de l'art de vivre et imaginer l'art de vivre sans la gastronomie, c'est un peu triste. Alors j'imagine qu'on peut y déjeuner, peut-être même y dîner. Mais tout à fait. Et alors ils ont imaginé 2 restaurants. Alors vous en avez un qui s'appelle Le Jardin, qui donne sur l'arrière de l'avenue, qui est sur un jardin absolument soigné, hein, c'est au cordeau, c'est très très beau. C'est une cuisine qui est plutôt américaine et française. On est sous une grande structure de verre, c'est très très beau, hein. Très très soigné là encore, avec l'onyx blanc qui est travaillé sur le bar, dans le mobilier, c'est très chiadé. Le menu est autour, c'est plutôt à la carte d'ailleurs. Pour vous donner une petite idée des prix, on est pour une burrata tomate avec un basilic frais, un vinaigre balsamique d'édition limitée. Bon, tout ça est très très haut de gamme et pointu. On est autour de 28 €, le steak frites 44. C'est pas donné, mais on est quand même. Oui, c'est assez simple. C'est assez consensuel, j'allais même dire. Vous avez aussi du caviar, vous avez des fruits de mer. Ce qu'on retrouve dans un autre restaurant qui là est tout à fait étonnant, ça s'appelle le Petit H, petites assiettes. Et alors, vous pouvez dîner dans un endroit qui est assez intimiste, mais surtout, je vous conseille de grimper les escaliers ou d'emprunter l'ascenseur, qui est un ascenseur entièrement en verre. Prouesse technique, il sort de la terrasse, il vous dépose, puis il redescend évidemment parce qu'on ne saurait se priver de la vue magnifique qui est offerte à tous les clients qui viennent dîner ou déjeuner dans cet établissement. Vous avez la vue directe sur la Tour Eiffel, vous avez le Grand Palais d'un côté, la pyramide du Louvre. C'est somptueux, c'est tout à fait nouveau, hein, puisque c'était inauguré aujourd'hui. Et on a envie de le tester. Oui, alors j'ai pas eu l'occasion de tester les tables, hein, mais on peut réserver et c'est un service continu du matin au soir. Ça aussi, c'est un vrai luxe. Ouais. Autre lieu tout aussi insolite, il n'est pas nouveau, bénéficie même d'une longue histoire, mais chose très surprenante, même les Parisiens le connaissent assez peu, voire pas du tout. Vous nous emmenez où? Boulevard Raspail, 2 pas de Lutetia, près du Bon Marché. Oui. J'y suis passée 100 fois devant sans même le remarquer. C'est vrai? Hormis si vous êtes amateur d'architecture néo-gothique, vous aurez sûrement repéré, c'est un immeuble comme ça assez singulier. Alors, le hall d'entrée, porche discret, hall d'entrée un peu interlope, pas vraiment attirant. Et puis alors, vous entrez, vous poussez la porte, vous avez une petite salle, rien d'étonnant non plus, mais alors là, après, vous descendez quelques marches et vous allez tomber sur un jardin, une coulée verte, comme ça, qui est entre 2 immeubles, nappe blanche, des tables disposées assez soigneusement. Vous avez plusieurs petites terrasses, une au fond, vous avez une terrassounette pour 2, qui est réservée pour 2, qui donne d'ailleurs sur une des salles de conférences de rédaction, parce que c'est un haut lieu du journalisme. C'est pas vrai. Mais oui, vous avez eu à cette adresse plusieurs quotidiens qui ont été écrits, pensés, édités. Vous avez le Sillon, et c'est Marc Sanguier, qui est l'un des promoteurs de la démocratie chrétienne, on est dans les années 1910, qui a initié alors cette pensée, ce mouvement politique, puis aussi tous ces quotidiens qui ont été le Sillon, puis après la démocratie. Et vous avez une salle de rédaction qui a été totalement préservée dans son jus, que vous pouvez privatiser. Vous êtes dans une feuille spatio-temporelle. Après les loopings, vous êtes là complètement ailleurs, c'est fascinant. Et c'est le petit-fils, l'arrière-petit-fils. C'est l'arrière-petit-fils, vous nous disiez du fondateur de ce mouvement qui a eu l'idée d'en faire un restaurant, en fait, en 2018. Et puis, vous le savez, hein, la restauration, c'est un métier. Et il s'est adressé à un spécialiste. Vous êtes allé chez Françoise déjà. Oui. Donc, c'est Patrick Mousset, le petit Marguerite chez Françoise, qui lui a donné un coup de main pour élaborer une carte une jolie et mettre un bon chef. Garantie de qualité. Hein. Exactement. Et alors, vous avez un menu
dit républicain, ça tombe sous le sens, qui est autour de 30 €, entrée plat ou plat dessert. Franchement, là où on est, c'est un prix très correct pour le quartier. Et puis, vous avez à la carte des produits. Alors là, c'est assez malin, parce que c'est tout ce dont on a envie pour prolonger l'été. Vous avez invité l'autonato. J'adore ça. Vous de l'Aveyron, hein, attention, on est vraiment sur de la qualité. La petite anchoyade qui va avec, les capres sont bien fermes, la petite anchoyade sur la salade. Vous avez du ceviche, de dorade, très bien assaisonné. C'est simple, mais c'est très très bon. Jusqu'au dessert, vous avez le moelleux au chocolat ou la pavlova aux fruits rouges, ça fonctionne qui fonctionne très très bien. Autre façon d'échapper au temps présent, il faut pousser la porte du Bacha Coffee. Je vous ramène à nouveau sur les Champs-Élysées. D'accord, je reviens. Vous êtes presque en face de la précédente adresse que je vous ai citée. Et alors là vous êtes au Maroc, à Paris. À Paris. C'est bluffant. On est sur le Bacha Café, c'est une marque marocaine de Marrakech qui a été fondée en 1910. Oh, mais c'est magnifique. Et alors, ils ont reproduit le palais où a été créé à Marrakech ce café. 200 références de café à 100% arabica. Ça, vous savez que ça me on en perd sa géographie. Parce que vous avez 35 pays où la sélection des cafés a été faite de façon très pointue. La question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'on s'y retrouve ? Eh bien, difficilement, mais vous pouvez demander parce qu'en bas, vous avez des conseillers pour la boutique et je vous conseille de monter, pas au salon de thé, mais presque au salon de café, qui est à la fois assez féerique et majestueux. Et là, vous avez des serveurs en blouse blanche qui vont vous conseiller parmi tous ces noms de café. Vous pouvez vous laisser orienter par le Danube, les intitulés. C'est vraiment incroyable, très dépaysant, petite musique du siècle dernier. Et puis, alors, vous avez des cafés pour tous les goûts. Mais comment est-ce que ça se déguste Alors, je m'attendais à une dégustation plutôt marocaine, c'est-à-dire avec des épices, cardamome, etc. C'est pas le cas. En revanche, c'est une extraction lente, évidemment, à pression. Cafetière à pression, très jolie cafetière, comme ça, dorée, bec de cygne, une petite chantilly. Non sucré pour pas altérer le goût du café. Et vous avez étonnamment, avec en place des épices, vous avez un moulin avec des brisures de vanille de Tahiti qui permet de sucrer un peu naturellement le café ou d'enlever l'amertume si vous avez été un peu audacieux sur le choix de l'amertume. Est-ce que les prix sont eux aussi à la hauteur du lieu, un peu hors sol hein écoutez, oui, on est sur les champs. 9,50 €. Moi, je trouve que c'est la cafetière, c'est pas la tasse. Ah, d'accord. On est sur deux tasses, deux belles tasses. On est sur les champs, au centre de Paris, etc. C'est un endroit assez touristique. Si vous avez fait des courses avenue Montaigne, vous aurez sûrement les moyens de déguster le café le plus rare au monde. 104 € la cafetière. Misère. Alors, je lis le nom parce que c'est un peu compliqué pour moi. Camosim Jacu Bird. Alors, le Jacu Bird, c'est un oiseau brésilien qui ressemble un peu à un gros poulet. Hein. On est sur une grosse taille. Et alors, ce café est extrêmement rare. Pourquoi ? Je vous explique, ça peut vous rebuter un peu, mais c'est un des plus rares et des plus délicieux. Exactement. C'est pas vrai. On récupère. Cet oiseau a le bon goût d'aller picorer les cerises de café les plus mûres, les jaunes. Il fait une sélection parfaite. Il ne les digère pas. Il les garde entières. Il les expulse entières. Après, il y a un petit travail de nettoyage, évidemment, surtout à ce prix-là. Voilà, et puis c'est paraît-il. Alors moi, j'ai pas eu c'est pas l'audace, mais bon, bref, j'ai pas testé ce café-là. J'adore parce qu'avec vous, on est très loin de la routine et de l'ordinaire. Bah oui, il faut absolument choisir. Et alors, juste le goût, note de chocolat, d'amande, d'épices douces et une acidité délicate. C'est ce que disent les chanceux fortunés qui ont osé l'aventure. Le tester. Bon, pour l'art de vivre, on part où ? Pour l'art de vivre, l'art de la table, petite marinière, je vous donne un indice, on embarque pour la Bretagne. Oh, j'adore. Mais en restant à Paris, toujours. Okay. Alors, c'est la boutique Merci. Ils font très régulièrement, les boulevards Beaumarchais, très régulièrement, ils font des expositions à thème. Là, c'est la Bretagne. Alors, évidemment, vous rentrez dans la boutique. Sa tâche. Génial. C'est un peu vous, hein. J'espère. C'est réciproque. Vous avez donc des marinières, évidemment, mais vous avez de l'art de la table avec, évidemment, la petite poêle à jupe basse pour faire tournicoter vos crêpes. Vous avez aussi des bols chinés. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur, plus pour je reviens sur le textile, mais alors, vous avez des bavoirs avec des homards ou des torchons avec cette petite bretonne à coiffe tout à fait à l'ancienne avec ses petits sabots. C'est la maison Le Minor, qui est une maison bretonne. C'est presque une maison textile, presque la plus ancienne, je crois, de la région. Ils ont un savoir-faire extraordinaire. Ce qui est sympa, c'est qu'ils reçoivent dans leur atelier pour des visites. Oh, c'est génial. Vous pouvez vous inscrire, il y en a 3, je crois, au mois de septembre. Vous allez regarder sur le site et vous allez faire un petit tour là-bas.
Et on continue de voyager. Et on continue de voyager et on retient les vacances parce que c'est bon pour le moral de ne pas plonger tout de suite dans cette rentrée un peu chaotique. Et grâce à vous, on n'a plus aucune excuse. Voilà. Et le nom de cette exposition, je ne parle pas le breton couramment, mais c'est Trougarez. Ça veut dire merci. Et je vous dis merci. Oh, c'est génial. Grâce à vous, j'apprends plein de choses et puis on a plein de bonnes idées pour continuer à s'évader et à profiter encore un peu de cet été qui s'est fini trop vite. Un immense merci Laurence Saloche pour cette chronique. On vous retrouve évidemment jeudi prochain pour continuer à se régaler. Demain, vous retrouvez l'excellent Damien Canivez. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à lundi, même lieu, même heure.